Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins s'interrogent quotidiennement sur le bon usage du temps, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Jean Danilou, Mathilde Wagman, Antoine Ravon et Marianne Chassor. À la lecture des textes tranquilles cette semaine, Georges Claes. À la réalisation de Conquête de soi, Olivier Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son, un sage, Pierrick Monsigny. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Platon Lagaffe, la bande dessinée du philosophe Charles Pépin, avec des illustrations du dessinateur Jules. Je n'irai pas. À mon âge, mourir c'est un renoncement du corps, une distraction des poumons, une absence du cerveau. Je n'accepte pas cette obligation stupide, et de ma main en plus. Après les lettres à Lucilius, lundi, la vie heureuse, mardi, et la tranquillité de l'âme, hier, mercredi, que nous reste-t-il à lire aujourd'hui pour ce 4e temps de notre semaine consacrée au stoïcien romain Sénèque ? Il reste bien des traités sur la clémence, sur la colère, sur la constance du sage, de nombreuses pièces de théâtre également. Mais que nous reste-t-il à évoquer pour que cette semaine sur Sénèque philosophe soit complète ? Eh bien, il reste un texte, celui qui aurait eu le plus de mal à faire reconnaître sa dimension philosophique aujourd'hui, tant ses phrases sont simples et claires et son propos aussi évident que douloureux. En nous assujettissant à une vie brève, la nature nous fait subir une injustice proprement scandaleuse. C'est peut-être un lieu commun que de le dire, mais ça n'en est pas moins un constat implacable auquel les philosophes peinent à trouver une réponse. Et c'est aujourd'hui Emmanuel Naya qui vient nous éclairer sur la brièveté de la vie. Bonjour Emmanuel Naya. Bonjour Adèle Van Brett. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes maître de conférences en littérature de la Renaissance à l'université Lyon 2 et c'est à vous que l'on doit un commentaire de la brièveté de la vie, le texte de Sénèque dont nous parlons aujourd'hui, aux éditions Ellipse, un commentaire très, très riche et très long, plus long même que le texte lui-même. C'est une manière de dire à quel point il est fructueux et intéressant de le lire. Alors, je posais la question en introduction. En effet, nous avons déjà consacré 3 émissions à Sénèque sur 3 textes différents. Quelle spécificité, quelle valeur ajoutée propre à ce dernier texte, qui n'est pas d'ailleurs le dernier écrit par Sénèque, mais celui dont nous parlons aujourd'hui, la brièveté de la vie. Manuel Naya. Alors, peut-être plusieurs réponses. Aborder ce texte jeudi, alors que la semaine est en train de s'écouler, c'est peut-être parfait pour s'intéresser à une œuvre où Sénèque montre combien nous sommes attentifs et angoissés par l'écoulement du temps et le peu de temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Et donc, le peu de temps qu'il reste à cette séquence sénéquienne, les nouveaux chemins de la connaissance, d'une part. D'autre part, c'est peut-être effectivement un texte particulier dans la mesure où il semble extrêmement lisse. La tradition interprétative l'a décrit comme un texte peu ancré dans le stoïcisme et dans une armature philosophique conceptuelle qui serait celle du portique. Certains y ont vu plus récemment un simple exercice rhétorique sans véritable portée philosophique. Et on s'aperçoit donc en le décortiquant un petit peu, qu'effectivement il y a une armature rhétorique extrêmement forte. Alors, je ne rentrerai pas dans ce genre de détails, mais il a une forme très codifiée et habituelle, à la fois une forme linéaire qui passe par un exorde, donc une sorte d'introduction, ensuite un développement argumentatif, la confirmatio, et ensuite la péroraison, une sorte de conclusion récapitulative qui met le focus un petit peu sur le destinataire de ce traité, Paulinus, le beau-père de Sénèque. On reviendra peut-être sur ce personnage. Par ailleurs, au-delà de cette structure linéaire, il y a également une sorte d'agencement concentrique qui est assez traditionnel chez Sénèque, que l'on a appelé structure mésodique en parlant notamment des odes d'Horace, et qui fait que le texte est agencé pour délivrer en son centre sa vérité, ou du moins l'énonciation positive de la vie de l'auteur.
Voilà. Donc déjà, il a effectivement une structure rhétorique. Néanmoins, il est intéressant aussi dans la mesure où il y a une manière pour Sénèque de répondre à des exigences peut-être personnelles qui sont liées à sa propre existence. Bon, derrière cette critique des gens trop affairés, on peut peut-être penser effectivement qu'il a subi ce type de préoccupation, un peu comme Montaigne l'a fait avec son propre père. Sénèque, lui, avec son père Sénèque le rhéteur, très impliqué dans la vie judiciaire et la vie politique. Mais Sénèque lui-même a fait l'expérience dans les années 30 du cursus honorum traditionnel à Rome. Il a été questeur en 34 et puis tribun de la plèbe en 38, jusqu'à se voir exilé en 41 sur l'ordre de Claude, qui répondait à l'exigence de Messaline. Alors, ce texte donc répond peut-être à une sorte de virage après l'exil, dans sa carrière, qui s'est vue interrompue brutalement, qu'il comptait ensuite continuer par un voyage en Grèce, un voyage philosophique pour aller aux sources de la vérité grecque, voyage qu'il n'a pu accomplir dans la mesure où Claude l'a rappelé auprès de lui sous l'injonction d'Agrippine, sa nouvelle épouse, en 49. Donc, pour Sénèque, peut-être une manière de justifier son exil vis-à-vis de ses détracteurs, de montrer que l'isolement, le retrait, n'est pas simplement quelque chose de subi et de négatif, mais peut-être un véritable enrichissement qu'il aurait lui-même transformé. Et par ailleurs, peut-être poser une sorte d'éthos philosophique, ou en tout cas une posture philosophique qui puisse montrer à ces nouveaux patrons, pourrait-on dire, et notamment Agrippine, ceux qu'ils peuvent attendre de lui et ceux qu'ils ne peuvent pas attendre. N'est-ce pas aussi une manière de prendre position face à ces gens qui l'ont exilé puis rappelé, face également aux sénateurs, aux personnes qui sont investies dans la vie politique de Rome, en essayant de leur montrer que les affaires qui leur prennent tout leur temps, et même l'état politique contemporain qui est le sien, vont vers une mauvaise voie, et que finalement oublier que accuser la vie d'être brève n'est que signaler une mauvaise utilisation du temps, et de cela les hommes qui entourent Sénèque sont responsables. Oui, effectivement. Alors, il y a peut-être deux choses dans votre question. Tout d'abord, quelque chose de sociologique. Effectivement, il brocarde énormément les hommes politiques, que ce soit les puissants. On a une sorte de triumvirat, de l'impuissance face au temps et de l'angoisse face au temps qui s'écoule et à la brièveté de la vie, incarnée par Auguste, qui est comme l'empereur qui détient tous les pouvoirs, par Cicéron, son compère en stoïcisme qui ne manque pas pourtant de critiquer, et par Drusus, un autre personnage un peu moins connu. Donc effectivement, il y a le milieu politique, mais d'une manière générale, Sénèque montre vraiment que le problème de notre incurie face au temps qui passe, c'est un problème absolument universel, qui touche tout le monde, dans la mesure où toute la société romaine, non seulement tout l'État romain, mais toute l'organisation de la société romaine repose sur une sorte de grande aliénation collective, où de l'esclave jusqu'à l'empereur, tout le monde se voit aliéné et dépossédé de lui-même. Mais ça, est-ce que c'est vraiment nouveau comme constat, puisque d'autres textes philosophiques qui le précèdent ont pu faire le même constat de l'absurdité, enfin plutôt de l'absence de sens d'une vie humaine qui de toute façon va s'achever, la difficulté à accepter que la vie humaine va conduire à un terme. Les stoïciens antiques, qui précèdent Sénèque, l'ont dit avant lui, donc pourquoi le redire? Alors, peut-être que ce qui est nouveau, c'est de sortir justement de la déploration de cette vie qui passe et qui passe trop vite. La critique liminaire sur laquelle s'ouvre ce traité est rapportée à deux personnes assez emblématiques. D'un côté Hippocrate, d'un autre côté Aristote, qui se plaignent tous deux que la vie est trop courte et que la nature finalement nous aurait défavorisés. En même temps, faire des physiologues par excellence, c'est-à-dire le physiologue qu'est Aristote et le médecin qu'est Hippocrate, des fous
c'est vraiment montrer que, en récusant le point de vue des médecins et des physiologues, on va renverser les conceptions justement les plus spécialisées, les plus philosophiques qui existent sur la question, en montrant l'absurdité d'une telle position, en montrant l'inconséquence. En fait, la nature nous a très généreusement dotés et on ne sait simplement pas le reconnaître. La nature, c'est pas la nature qui a fait la brièveté de la vie, c'est l'utilisation que l'homme fait de sa vie qui la rend brève. Qui la rend brève, voilà. Ce qui est une manière de rendre l'homme responsable de la brièveté de sa vie. Tout à fait. Courte est la vie que nous nous faisons. C'est vraiment ce que dit Sénèque. Et la question de la brièveté de la vie, elle est imputable finalement à notre manière de vivre qui se fonde sur une inconscience totale de ce qu'est le temps. C'est en 3 parties que la vie se divise. Ce qui s'est enfui, ce qui est, ce qui va être. Parmi ces 3, celle que nous passons est brève. Celle que nous allons passer est incertaine. Celle que nous avons passée, certaine. En effet, c'est sur celle-ci que la fortune a perdu tout droit, elle qui ne peut être ramenée au bon vouloir de quiconque. Voilà ce que perdent les gens occupés, car ils n'ont pas le loisir de regarder le passé, et si ce n'est pas le cas, se remettre en mémoire un sujet de repentir leur est désagréable. Personne, excepté celui qui soumet tous ses actes à sa propre censure toujours infaillible, ne se retourne volontiers vers son passé. Celui qui a beaucoup convoité avec ambition et qui a méprisé avec superbe, qui a vaincu dans la violence débridée et a trompé avec perfidie, qui a fait main basse avec cupidité et a dissipé en prodigue, il redoute nécessairement ses propres souvenirs. Or, voilà la seule partie de notre vie qui soit sacrée et consacrée, qui ait dépassé tous les hasards de l'humaine condition, qui ait été soustraite à l'empire de la fortune, que ni la pauvreté, ni la crainte, ni l'attaque des maladies n'agitent. Elle ne peut être ni troublée ni arrachée. Perpétuelle et sans effroi est sa possession. Les jours ne sont présents seulement qu'un par un, et chacun d'entre eux n'est qu'à travers des moments. Au contraire, tous les jours du passé se présenteront si tu les convoques. Ils supporteront d'être inspectés et détenus par ton jugement, ce que les gens occupés n'ont pas le loisir de faire. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction d'un... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Tout ce qui arrive, c'est ma faute. Si j'avais pas acheté ce sale bouquin, on serait jamais tombé dans ce pétrin. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez dire? Si tu préfères. En tout cas, cela montre comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit une fois que nous aurons rétabli la situation. C'est ça, on n'a qu'à retourner vers le futur et empêcher Biff de voler la DeLorean. Erreur! Parce que si nous partons dans le futur, à partir de ce point du temps, nous arriverons dans le futur de cette réalité dans laquelle Biff est un homme tout-puissant, malfaisant et marié à ta propre mère. Notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où la ligne du temps a obliqué dans cette direction. Si nous voulons que l'univers redevienne tel que nous l'avons connu, et si nous voulons réintégrer notre réalité, nous devons découvrir à quelle date exacte, de quelle manière, dans quelles circonstances et à quel instant précis le jeune Biff est entré en possession de ce fameux almanach. Tous les jours du passé se présenteront si tu les convoques et ils supporteront d'être inspectés et détenus par ton jugement, dit Sénèque au livre 10 de la brièveté de la vie, ce que vient illustrer Retour vers le futur 2, ici l'extrait où on voit le doc qui propose de revenir dans le passé pour influencer le présent. C'est une manière ici d'insister sur ce qui fait la spécificité de la position de Sénèque ici par rapport à la doctrine stoïcienne, c'est d'insister sur le passé. Ce qui peut paraître surprenant, il s'agit de peut-être essayer de vivre l'instant présent, mais en ayant conscience de le caractère absolument fondateur du passé pour atteindre une forme de tranquillité du présent, Emmanuel Naya. Tout à fait. Alors c'est assez étonnant dans ce traité,
où effectivement l'injonction finalement éthique de Sénèque est de se focaliser sur le présent et le plus gros du traité, notamment on pourrait dire la deuxième partie du développement argumentatif, concerne le passé et la manière de se remémorer le passé. Alors il y a des façons vaines de se remémorer le passé. Passer son temps, comme le font les antiquaires, à collectionner des objets couverts de verre de gris, ou raconter des anecdotes d'antan, des anecdotes historiques qui ne font qu'encombrer notre mémoire et l'encombrer avec souvent des modèles éthiques tout à fait répréhensibles. Pensez à Pompée qui mettait en présence des éléphants et des pauvres condamnés au jeu du cirque. Mais il y a une autre manière effectivement d'envisager le passé qui est beaucoup plus constructive. Alors, la question par rapport, vous posiez la question du positionnement de Sénèque par rapport à la tradition philosophique antécédente, Zénon, Chrysippe. Effectivement, d'une manière générale, pour les stoïciens, le temps, c'est la dimension du mouvement, c'est l'intervalle du mouvement. C'est ce qui est finalement borné par une action qui délimite donc, dans une sorte de continuum infini et vide, quelque chose de stable. Donc seul le présent existe, et le passé et le futur ne se contentent que de subsister. Ils ont une sorte d'existence inférieure dans la mesure où ils ne sont pas bornés ni en aval ni en amont. Or, Sénèque veut nous apprendre qu'il faut justement s'intéresser à ce passé et finalement le délimiter comme quelque chose de fermé, une sorte de capital dont on va pouvoir tirer bénéfice en le faisant fructifier. Dans le meilleur des cas, parce que ça implique quand même que le passé, que l'homme n'ait rien à regretter de son passé, qu'il soit en paix avec son propre passé. Une chose est de dire que autant accepter le passé puisqu'on ne pourra pas le changer. Une autre est de s'être donné les conditions pour faire en sorte que ce passé puisse être accepté de manière sereine. Oui, et c'est là toute la difficulté dans la mesure où les stulti, ces gens inconséquents dont parle Sénèque en permanence, et encore une fois sans aucune considération sociologique, sur toute l'extension de l'échelle sociale, les stulti ne peuvent pas se regarder en face et ne peuvent pas se prêter à cette anamnèse si importante pour Sénèque. En fait, la prise de conscience de la nécessité de vivre au présent doit passer d'abord, et c'est le début de notre traité, par une prise en considération du temps qui s'est écoulé auparavant, une sorte de comptabilité. Il faut faire un bilan en comptabilisant toutes les heures qu'on a perdues dans l'aliénation sociale, à se prêter à telle ou telle personne, à aider tel ou tel autre, etc. Or, ce mouvement rétrograde est très problématique dans la mesure où le passé nous confronte en permanence à notre échec justement dans la possibilité d'être à soi. Le passé est une sorte de catalyseur des passions. Non seulement il stocke tous nos souvenirs de comportements passionnels, déraisonnables, etc., mais en plus il les réactive. Il nous plonge dans de nouvelles passions, et notamment le désespoir de ne pas arriver à sortir justement de ce jeu passionnel. Donc on pourrait dire que le passé propose une sorte de cercle vicieux, un peu autotélique, de la vie passionnelle qui se ferme sur elle-même et qui nous empêche justement d'évoluer vers une vie rationnelle. Mais là, il y a deux choses dans ce que vous dites et dans ce que dit Sénèque. D'un côté, il y a une réflexion sur le passé, sur une forme d'être du passé, qui le fait sortir quand même d'une tripartition du temps passé, présent, futur. En réalité, on voit bien ici que le passé acquiert une forme de valeur présente, et on sort de une conception linéaire du temps. Et en même temps, il y a cette idée très importante d'un usage du temps. C'est à la fois une réflexion ontologique qui nous fait sortir de la tripartition du temps, et en même temps une réflexion proprement pratique qui responsabilise l'homme et qui dit le temps nous est donné, mais le temps c'est à nous d'en faire ce que nous voulons en faire, et donc d'arrêter de le perdre, notamment en dépendant d'autres personnes, du regard des autres. Il le dit bien au début du texte, la plupart des gens sont avares, ne veulent pas partager leur richesse, et pourtant ils perdent leur temps en le donnant à d'autres personnes qu'eux-mêmes. Or il faut essayer de s'appartenir, dit-il. Effectivement, tout ce traité est une sorte
manière d'entraîner les gens à prendre conscience effectivement de ce temps qui s'écoule, comme le dit Sénèque, sans bruit. De manière silencieuse, le temps va s'écouler et on ne pourra jamais le retenir. Et si l'on ne prend pas conscience effectivement de la nécessité d'un véritable usage, c'est le terme effectivement usus, qui est important chez Sénèque, il faut que le temps devienne expérience, soit véritablement le lieu d'une action, mais pas n'importe laquelle, bien sûr, pour que nous puissions le prendre en main, véritablement. Alors, cette action, elle ne peut se faire, effectivement, que dans une sorte de mouvement centripète, où l'on va se refermer sur soi-même et oublier un petit peu ce qui se passe autour. La vie sociale est totalement, c'est un mouvement au contraire centrifuge qui nous entraîne à l'extérieur de nous-mêmes en permanence. Sénèque nous invite au contraire à investir le temps, à l'informer par notre action, mais vraiment une action fondée sur une conscience claire de nos devoirs vis-à-vis de la nature. Et notre devoir fondamental vis-à-vis de la nature, c'est de nous approprier nous-mêmes. C'est ce fameux mouvement de l'oikoiosis où il est question de se familiariser avec soi, d'être en quelque sorte, comme dit Montaigne, c'est un autre type d'expression, mais d'être ami de soi-même. Nous ne disposons pas d'une courte durée, mais nous en avons beaucoup perdu. La vie est assez longue et pour l'accomplissement des plus hautes entreprises, elle nous a été donnée avec largesse, pour peu qu'elle soit tout entière bien placée. Mais lorsqu'elle nous échappe en son décours dans le luxe et la négligence, lorsqu'on ne l'emploie pas à la moindre bonne action, ce n'est que forcé par l'ultime nécessité, que nous sentons que celle dont nous n'avons pas compris l'avancée a dépassé sa limite. Il en est ainsi. Nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous nous la sommes faite. Et nous n'en avons pas été dépourvus, mais prodigues. De même que des richesses magnifiques et royales, lorsqu'elles tombent aux mains d'un maître mauvais, sont dissipées en un instant, et qu'au contraire des richesses, fussent-elles modérées, croissent avantageusement si on les a transmises à un bon gardien, de même notre existence offre une vaste étendue à celui qui sait bien en disposer. Vous aussi, on dirait que vous avez besoin d'aide. Non, merci. Vous avez quel âge? En temps réel, bien sûr. 28 ans. Et moi, 105. À la bonne heure. Mais vous n'irez guère plus loin si toutes vos soirées ressemblent à celle-ci. Vous avez raison. Mais il arrive un moment où on sature. Où l'esprit finit par s'épuiser même si le corps reste vaillant. Et la mort est une délivrance. Alors nous la provoquons. C'est ça votre problème? Vous vivez trop longtemps? Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Où est-ce qu'on nous mettrait si tout le monde vivait éternellement? Le coût de la vie ne cesse d'augmenter pour que les gens continuent de mourir. Sinon, comment aurait-on 1 million d'années alors que la majorité vit au jour le jour? Mais en réalité, il y a bien assez de temps pour tous. Personne ne devrait mourir avant son heure. Si vous aviez la même quantité de temps que moi, sur ce compteur, qu'en feriez-vous? J'arrêterai de le regarder. En tout cas, une chose est sûre. Si j'avais tout ce temps-là, je sais que je le gaspillerais pas. Je vous volerai pas votre temps, soyez tranquille. Ni moi le vôtre. This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country right along. Remember what that brought. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time for congratulations. There is no time, chante Lou Reed. Ça dépend ce qu'on en fait. Réponse Sénèque. Sénèque, c'est le sujet de notre semaine. Et aujourd'hui, pour le dernier temps de cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Naya pour parler de La brièveté de la vie, un texte de Sénèque dont on trouve une édition chez Ellipse avec un excellent commentaire d'Emmanuel Naya, justement. This is a time to put up or shut up. It won't come back this way again. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to swallow anger.
This is no time to ignore hate. This is no time to be acting frivolous, because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry after the fact, and let the past become our fate. There is no time. Emmanuel Naya, essayons de tirer les conséquences qui découlent de l'affirmation selon laquelle ce n'est pas la vie qui est brève, c'est l'utilisation que l'homme en fait. Et une bonne manière de le faire aussi, de réfléchir à ce sujet, c'est de partir de l'extrait du film Time Out, qu'on a entendu juste avant d'écouter Laurine. C'est le film d'Andrew Niccol qui date de 2011, qui est un film qui tombe vraiment à propos par rapport à la discussion du jour, puisque dans ce film, il y a les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. D'ailleurs, pas d'un côté et de l'autre, l'organisation de la ville et de l'État est faite en cercle concentrique. Les riches sont au milieu, les pauvres sont dans les cercles concentriques les plus éloignés du centre. Et les pauvres le sont pas tellement parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils n'ont pas de temps. Chacun a un cadran, une forme de montre cadran, où défile seconde après seconde, même milliseconde après milliseconde, le temps qu'il reste avant la fin de la vie. Les pauvres ont très peu de temps à vivre, les riches, au contraire, en ont énormément et même beaucoup trop. Et dans l'extrait que nous avons entendu, la discussion entre un homme très riche, donc quasiment immortel, et un homme pauvre à qui il reste à peine une journée à vivre, finalement, la question qui se pose est celle-ci: que feriez-vous du temps si vous en aviez énormément? C'est-à-dire si finalement vous n'étiez plus anxieux et soucieux, inquiet à l'idée de mourir peut-être demain. C'est exactement la question que pose Sénèque, avec cette idée, du coup, une forme de logique comptable du temps. C'est en ça que l'extrait est intéressant, puisque l'homme doit finalement compter le nombre d'heures qui lui reste pour pouvoir bien employer son temps. Oui. Alors, il doit surtout compter le nombre d'heures qu'il a perdues. Il faut partir de là, ouais. Encore une fois, du bilan comptable de tout ce qui nous a manqué, de tout ce qui nous a échappé, qui ne nous a pas permis d'être nous-mêmes, c'est-à-dire une partie de l'univers exprimant la rationalité divine. Et finalement, à partir de là, la question de la comptabilité, en tout cas chez Sénèque, n'existe plus vraiment, dans la mesure où il suffit d'un instant de rationalité, il suffit de vivre comme un dieu pendant 1 heure, pour contrebalancer tout un passé d'erreurs, tout un passé voué au tumulte des passions, pour prendre pleinement possession de soi. On peut racheter son passé en vivant le moment présent comme un dieu. Voilà, alors on peut le racheter et non pas dans une vie future. Ouais. Et là, évidemment, il y aura des torsions dans la récupération de Sénèque, notamment à partir de la Renaissance, dans un horizon culturel chrétien. Il ne s'agit pas de le racheter sur un plan eschatologique, mais de le racheter hic et nunc, vraiment maintenant, tout de suite. Ça n'attend pas. Et donc ça n'attend pas, il faut donc agir. Est-ce que Sénèque nous propose une manière, une forme de méthode pour pouvoir saisir ce temps présent? Il emploie la métaphore d'un point qui se resserre sur un objet, qui serait l'idéal pour l'homme, du rapport qu'il doit avoir avec le temps. Comment faire, tout simplement, parce qu'il y a une visée pratique à ce texte-là. Oui, alors, il est effectivement peut-être plus dans une manière de motiver la prise de conscience chez son auditeur, notamment donc Paulinus, son beau-père, qui rentre alors qu'il a déjà, si je calcule, 65 ans, dans une nouvelle fonction importante, qui est celle d'être préfet de la Nonne, c'est-à-dire le responsable du réapprovisionnement en blé et du stockage du blé de la ville de Rome, ce qui est toujours très compliqué, parce qu'on est entre le peuple, on pourrait dire le ventre du peuple qui crie famine, et on pourrait dire la déraison, la folie de l'empereur, et c'est une situation très inconfortable. Donc il y a une nécessité de faire prendre conscience, d'éveiller la pensée à la nécessité de rentrer enfin dans l'otium philosophique, mais on ne peut pas dire véritablement qu'il y a de méthode particulière, si ce n'est effectivement la première chose à faire, et c'est peut-être encore une fois primordial, c'est de prendre conscience de la valeur du présent et de l'investir complètement dans une enquête philosophique. Alors cette enquête philosophique, elle va de pair avec plusieurs types de recherches. Effectivement, rentrer dans la logique physique
des choses, de la compréhension de l'univers. C'est des questions qui sont très importantes pour Sénèque, notamment avec ses questions naturelles qu'il a rédigées. C'est aussi... C'est-à-dire que la nature suit un certain ordre que l'homme doit comprendre pour pouvoir s'y référer. S'y référer, s'y conformer. Et adhérer le plus librement possible, c'est-à-dire le plus consciemment possible. Donc il faut faire cette démarche. Et puis aussi peut-être prendre du temps, une fois qu'on est rentré dans cet ordre de la rationalité, dans des habitudes intellectuelles qui permettent de nous extirper du présent et de la frénésie d'un présent qui est toujours orienté vers le futur, puisqu'on nous demande en permanence des choses. Oui, d'ailleurs, Sénèque condamne la planification comme la procrastination, c'est-à-dire tout ce qui nous détourne du présent en nous faisant happer par le futur. Tout à fait. Alors la procrastination, il aurait détesté l'ouvrage de John Perry, ça sans nul doute, dans la mesure où c'est ce qu'il y a qui est un éloge de la procrastination. Un éloge de la procrastination. Dans la mesure où c'est être conscient du passage du temps, mais c'est le fait de remettre consciemment quand même au lendemain les choses, voire en tirant un plaisir éventuellement pervers. Pour ce qui est d'être happé par le futur, bon, ça c'est effectivement la loi générale de ce que nous demandent nos fonctions dans la société. Mais quand on rentre donc dans cette vie rationnelle, ce que découvre Sénèque, et il insiste de façon assez intéressante et assez inédite dessus, c'est que l'on peut rentrer dans une sorte de communauté générale des êtres rationnels, communauté ouverte sur le passé. C'est-à-dire qu'on peut finalement rompre notre destin naturel qui nous fait enfant d'une famille biologique pour nous faire enfant d'autres personnes, d'autres sages, Carnéade, Platon, éventuellement Épicure, on peut le critiquer, mais on peut rentrer donc dans une sorte de communauté générale des gens qui raisonnent, qui vivent selon la raison. Alors ça, c'est passionnant. On l'a rapidement évoqué hier, c'est que ce travail sur soi que demande une forme d'injonction de se réapproprier le temps n'a pas pour conséquence de tourner le dos à la société, aux gens qui nous entourent et même que l'on peut dénoncer, c'est ce que fait Sénèque dans ce texte, mais au contraire de conduire à comme une forme de renouvellement du cercle des gens qui nous entourent, de se défaire de celui naturel de la famille et de celui imposé, disons, de la politique, et de véritablement choisir les gens avec lesquels nous allons pouvoir mettre en œuvre ce changement-là. L'homme sénéquien, le sage sénéquien, n'est pas seul, il s'est choisi les personnes avec lesquelles il veut vivre. Tout à fait. Et arriver à choisir finalement nos conditions de vie jusqu'à renouveler les conditions de notre propre naissance, c'est avoir un pouvoir quasiment divin. C'est vivre en Dieu. Il y a effectivement un fédéralisme, on pourrait dire, de la vie droite, de la vie selon la raison. Fédéralisme qui nous entraîne vers le passé et qui nous fait rejoindre les plus grands auteurs que l'on peut retrouver, que l'on peut choisir comme parents, mais aussi fédéralisme dans le présent qui nous permet de renouveler, comme vous le disiez, notre cercle et de nous inscrire même dans un contexte professionnel. Il ne s'agit pas de fuir les charges civiques, mais de s'y plier le plus rationnellement possible. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, il faut toujours attendre la fin d'une pièce de théâtre pour que nous ayons la scène de reconnaissance, mais on peut dire, Adèle, que nous sommes frères et sœurs, et de la même façon avec tous les auditeurs des Nouveaux Chemins de la Connaissance. En tout cas, ce matin, nous avons un père commun, Sénèque, du point de vue Sénèque. Ceux qui savent combien ils se doivent et de combien d'offices ils sont obligés à eux-mêmes, trouvent que nature leur a donné cette commission pleine, assez et nullement oisive. Tu as bien largement à faire chez toi, ne t'éloigne pas. Les hommes se donnent à louage. Leurs facultés ne sont pas pour eux, elles sont pour ceux à qui ils s'asservissent. Leurs locataires sont chez eux et ne sont pas eux. Cette humeur commune ne me plaît pas. Il faut ménager la liberté de notre âme et ne l'hypothéquer qu'aux occasions justes, lesquelles sont en bien petit nombre si nous jugeons sainement. Voyez les gens appris à se laisser emporter et saisir. Ils le font partout, aux petites choses comme aux grandes, à ce qui ne les touche point comme à ce qui les touche. Ils s'ingèrent indifféremment où il y a de la besogne et de l'obligation, et sont sans vie quand ils sont sans une agitation pleine de troubles. Ils ne cherchent le travail que pour s'occuper. Ce n'est pas tant qu'ils veuillent aller que parce qu'ils ne peuvent pas se retenir,
ni plus ni moins qu'une pierre en mouvement dans sa chute qui ne s'arrête pas jusqu'au moment où elle se couche. L'occupation est, pour une certaine sorte de gens, un signe de capacité ou de dignité. Leur esprit cherche son repos dans le mouvement comme les enfants dans leur berceau. Ils se peuvent dire autant serviables à leurs amis comme importuns à eux-mêmes. Personne ne distribue son argent à autrui. Chacun y distribue son temps et sa vie. Il n'est rien de quoi nous soyons si prodigues que ces choses-là, desquelles seule l'avarice nous serait utile et louable. Vivre, il faut l'apprendre toute la vie. Et, chose dont tu t'étonneras peut-être davantage, c'est toute la vie qu'il faut apprendre à mourir. Tant de grands hommes, une fois rejetés tout ce qui les entravait par une renonciation aux richesses, aux offices, aux plaisirs, s'employèrent à seulement, jusqu'à leur extrême vieillesse, savoir vivre. Pourtant, nombre d'entre eux quittèrent l'existence en ayant avoué qu'ils ne le savaient pas encore. À plus forte raison, les individus mentionnés plus haut ne le savent pas du tout. C'est le fait d'un grand homme, crois-moi, et qui s'élève au-dessus des humaines erreurs, de ne rien laisser prélever de son temps. Et pour cette raison, sa vie est plus longue, puisque, quelle que soit l'extension de cette dernière, il a consacré son temps à lui-même. Il en résulte que rien n'a été laissé stérile et oisif, rien n'est tombé sous la coupe d'un autre, car le très parcimonieux gardien de son propre temps n'a rien trouvé qui fût digne d'être échangé contre ce dernier. Voilà pourquoi il en a eu suffisamment. Il est nécessaire en revanche que ceux à qui la foule arrache une grande partie de la vie aient manqué de temps. Philosopher, c'est apprendre à mourir, aurait dit Montaigne. Vivre, c'est aussi apprendre à mourir, dit Sénèque. Et là, en entendant deux textes bout à bout, d'abord un extrait des Essais de Montaigne, le livre 3 et chapitre 10 sur la façon de régler sa volonté, interprété par Georges Claes, et puis ensuite le début de La brièveté de la vie que j'ai lu. Les échos sont assez troublants. Montaigne était un lecteur de Sénèque, il cite abondamment dans les Essais. Ont-ils pour autant exactement la même conception du temps et de l'appropriation du temps? Je sais que Montaigne parle de la promptitude de la prise sur le temps, et pourtant il y a d'autres aspects de la pensée de Sénèque, et notamment son scepticisme, qu'on ne retrouverait pas du tout chez Sénèque. Alors qu'en est-il, Emmanuel Naillard? Alors effectivement, le texte qui a été lu est extrêmement proche de Sénèque. C'est quasiment un centon de certains passages de La brièveté de la vie. Avec cette récupération des images très concrètes, les hommes se donnent à louage, ils sont une sorte d'espace qu'ils hypothèquent à autrui et qui est habité par quelqu'un d'autre. Bon, cette image a certainement une vertu pragmatique pour Sénèque, de se faire comprendre par un public plus large, peut-être à une noblesse nobiliaire à laquelle appartient Paulinus. Chez Montaigne, cette métaphore revient également. Alors, les perspectives sont tout de même relativement différentes. Montaigne, effectivement, à partir de février 1571, se retire. Il se retire sur son domaine. Il a quitté la carrière judiciaire et décide de consacrer le peu de temps qui lui reste à vivre, dit-il, aux muses et à l'otium philosophique. Ce retrait, il en fait l'éloge appuyé lorsqu'il, par exemple, nous décrit sa librairie, sa tour au sommet de laquelle il a son cabinet de travail entouré de tous ses livres, et où il dicte les essais. Nous en avons donc une description très précise comme un endroit où l'on peut être à soi, loin de toute obligation, même familiale, et où l'on peut vraiment, dit Montaigne, il va loin, se faire la cour, comme s'il y avait une sorte d'amour-propre, non pas condamnable d'un point de vue augustinien, mais un amour que l'on se devait à soi-même. Alors là, on peut dire que Sénèque et Montaigne sont extrêmement proches. Simplement, ce qui les fait, à mon sens, vraiment diverger, c'est que ce retour sur soi, ce mouvement centripète qui paraît être le même, cette nécessité de jouir de chaque instant, de saturer l'expérience, que l'on retrouve par exemple à la fin des Essais,
dans De l'expérience, 3.13, où il nous dit que la vie, effectivement, il y a du ménage, c'est-à-dire il y a de l'occupation à la jouir. Ça n'est pas quelque chose, passer le temps, ça n'est pas quelque chose qui doit être inactif, mais véritablement qui demande une prise de conscience et une action très, très ferme. En tout cas, une forme de jouissance. Oui. Voilà. Montaigne insiste là-dessus, il y a sagesse à jouir de la vie, et j'en jouis au double des autres, car le degré de grandeur dans la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y apportons. Exactement. Donc là, déjà, on a une certaine divergence avec... En quoi est-ce une divergence avec Sénèque. Alors, chez Sénèque, on est plus du côté de l'usage et de l'utilité, qui nous entraîne vers la vie heureuse. Chez Montaigne, on sera plus du côté, effectivement, de la jouissance. Ce mouvement centripète qui nous referme sur nous-mêmes, il va déboucher sur quelque chose qui n'est pas une issue rationaliste. On ne revient pas sur soi pour développer une sorte de cohésion avec le monde par un approfondissement de la connaissance. Montaigne, au moment où il se recentre sur soi, débouche sur quoi ? Sur un essai perpétuel. Sur un essai perpétuel où il se rend compte justement de l'infirmité de la raison humaine, de l'ondoiement perpétuel, du branle universel qui emporte chaque chose sans possibilité de revenir en arrière. On est donc plus dans une sorte de scepticisme qui va mettre l'accent sur la singularité, sur l'idiosyncrasie, alors que Sénèque, lui, parle d'universalité. Pour Sénèque, il faut retrouver l'universel dans le singulier. Et pour Montaigne, notre condition universelle, c'est de ne pouvoir être que singulier, malheureusement. Et avec cette dimension de la jouissance qui le rapproche peut-être plus d'Épicure que de Sénèque, puisque qui dit jouissance dit aussi une certaine importance accordée au plaisir. Tout à fait. Alors, en même temps, le plaisir chez Épicure est lié à toute une canonique, une capacité de connaître le monde que Montaigne ne pourrait en aucun cas assumer. En revanche, le corps a une importance fondamentale chez Montaigne. C'est le fondement même de notre expérience. L'esprit et le corps, de toute manière, se retrouvent liés dans l'expérience, dans une imbrication qu'on ne peut défaire. Et justement, lorsque dans De ménager sa volonté, Montaigne explique comment s'est passée son arrivée à la mairie de Bordeaux. Contre sa volonté, il a été élu à des fonctions qu'entretenait auparavant son père, et qu'il a dû prendre en charge sans véritable plaisir. Il explique en définitive que cette aliénation sociale, et c'est là qu'il réécrit et qu'il recopie quasiment Sénèque, il n'en veut pas. Et il ne veut se prêter, mais que de manière superficielle. Et il nous donne des images assez étonnantes où finalement il se présente à la mairie en se déclarant sans mémoire, sans expérience, enfin sans la moindre aptitude qui normalement définit l'homme prudent, celui qui est capable de gouverner. En revanche, l'image qu'il met en avant, c'est le fait d'embrasser une charge comme on pose un fardeau sur un corps. Le corps, c'est exactement reconnaître la charge qu'on lui met dessus, et c'est la prendre en charge justement. Tandis que l'esprit ne fait toujours que maximiser les choses, les transformer, les surélaborer. Et donc c'est finalement une sorte de prise en charge quasiment corporelle, comme une sorte de somnambulisme politique. Il y a cette image du sommeil, du corps qui bouge en dormant. C'est à travers ce type d'image, qui ne conviendrait pas du tout à Sénèque, que Montaigne entrevoit l'exercice politique comme, encore une fois, une manière de répondre aux choses, mais toujours toucher à la superficie, mais jamais en prenant les choses à cœur. C'est comme si c'était le scepticisme de Montaigne qui l'isolait finalement, puisque chez les stoïciens, c'est dans et par la rationalité que l'homme va se créer une communauté de frères, d'amis avec lesquels il va vivre, alors que chez Montaigne, comme justement il n'y a pas cette foi en la raison, alors il ne peut être que seul, et du même coup, tous les jeux sociaux nécessaires à la vie publique dont Pascal parle très bien. Pascal est l'idée de derrière, c'est-à-dire que bien sûr que je peux condamner ce qui se passe, mais il faut quand même, je peux jouer le jeu parce que c'est pour l'intérêt bien compris de tous. Montaigne ne va même pas jusque-là, puisque chez lui, il ne voit que cette espèce de mascarade qui est en contradiction totale avec ce que lui veut faire. Alors oui, en même temps, il rentre quand même dans la prise en compte des offices civiques auxquels il doit se plier
avec certaines Mais restrictions. il en souffre beaucoup. Mais il en souffre Mm. beaucoup. Par ailleurs, vous parliez de scepticisme. Effectivement, c'est là que les choses se jouent. Il est assez étonnant de voir dans un essai intitulé De la physionomie, chapitre 12 du troisième livre, que Montaigne nous présente les stoïciens, notamment Caton et Sénèque, comme ceux qui n'ont pas réussi à suivre leur propre maxime. Maxime étant naturam sequi, suivre la nature, embrasser, épouser l'existence. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pu le faire que de manière, par une sorte d'ascèse rationnelle et encore une fois artificielle, non naturelle. En revanche, la figure qui arrive à remplir ce naturam sequi, c'est celle de Socrate, une figure de l'inscience, qui est assez proche de celle de Pyrrhon dans ce texte, mais Pyrrhon qui pose beaucoup d'autres problèmes, qui est peut-être politiquement incorrect à la Renaissance, qu'on n'utilise pas trop. En tout cas, c'est Socrate, l'ignorant, qui arrive à remplir l'injonction des stoïciens. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me. Boy, time, in quaaludes and red wine, demanding Billy dolls and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain, and many other last names. Oh, look on the watch, just as 9:25, and I think, oh God, I'm still alive. Should be home by now. Should be home by now. Merci beaucoup Emmanuel Laya d'être venu nous parler de Sénèque et Montaigne aujourd'hui. C'est donc avec la figure de Socrate stoïcien que nous terminerons cette semaine consacrée à Sénèque. C'est assez plaisant et c'est assez justifié. En effet, je renvoie les auditeurs à deux ouvrages, finalement les deux dont on a parlé aujourd'hui. D'un côté, de la brièveté de la vie, le texte de Sénèque que vous avez présenté, commenté aux éditions Ellipse, et puis également les essais de Montaigne, grand lecteur de Sénèque, vous avez également, vous êtes aussi l'auteur, le co-auteur d'une édition de ces essais qu'on trouve en folio essai. Il est 10h47, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui vient nous parler d'un livre comme tous les jours. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Mais vous avez une bande dessinée devant vous. J'ai une bande dessinée, on est à l'inverse de Sénèque dans le monde du travail. C'est la BD Platon Lagaffe par Charles Pépin et Jules qui est parue aux éditions d'Argo. Après la BD La planète des sages, parue en 2011 et parue en novembre dernier, Platon Lagaffe. Alors que La planète des sages était une mise en situation humoristique des principes généraux de grands philosophes, Platon Lagaffe s'attache à un axe philosophique précis et éminemment moderne, le travail. Alors, le sous-titre de la BD, c'est « Survivre au travail avec les philosophes » et cet ouvrage se présente véritablement comme un guide de survie philosophique pour ce qu'on appelle la vie active. Chose plutôt surprenante d'ailleurs, puisque la vie active, la vita activa, concept clé chez Hannah Arendt, s'oppose habituellement à la vita contemplativa des philosophes. Et pourtant, c'est bien les philosophes eux-mêmes, ces soi-disant contemplatifs, que Jules et Charles Pépin convoquent dans cet ouvrage pour nous faire découvrir tous les paradoxes quotidiens et manies ridicules du monde dans l'entreprise. L'entreprise dans laquelle nous plonge d'ailleurs cette BD, c'est la Cogitop, boîte de communication dont la devise est un service des cerveaux. Alors des pots de départ au rendez-vous à la photocopieuse en passant par la fameuse presse PowerPoint, on suit le petit Kevin Platon en stage d'observation avec pour guide Jean-Claude Socrate. Il y rencontre entre autres Michel Foucault, chargé de la vidéosurveillance et de la sécurité, qui passe son temps à épier Descartes méditer aux toilettes, Derrida, chargé de la maintenance en pleine déconstruction de la photocopieuse, ou encore BHL, le coursier qui parle trop. Chaque concept philosophique est donc détourné par une mise en situation dessinée, mais il acquiert du coup un autre éclairage. Cette BD, c'est en fait l'occasion
pédagogique et humoristique d'entendre autrement des concepts qui ont tout à nous dire sur ce qui constitue les 3/4 de notre vie, le travail. Oui, c'est une BD extrêmement drôle dont je recommande la lecture. Et d'ailleurs, le travail, ce sera le thème des Nouveaux Chemins dans 2 semaines. Alors rappelez-nous le titre de la bande dessinée. Platon Lagaffe, Survivre au travail avec les philosophes de Jules et Charles Pépin, et c'est aux éditions d'Argo. Merci Géraldine, on est très en retard. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et puis surtout rendez-vous demain à 10h pour une émission spéciale avec le philosophe Clément Rosset.